Maxwell Donovan leva sa coupe de champagne sous les tonnerres d'applaudissements de ses collègues réunis dans le salon de banquet du Riverside Plaza. Après 40 ans à la Portland National Bank, sa fête de retraite était tout ce que l'homme de 65 ans avait espéré, à l'exception de l'étrange tension émanant de la table familiale. « À Maxwell », proclama son directeur de division, dont la main ferme a guidé notre département d'investissement à travers 4 récessions et d'innombrables crashs boursiers. Sans votre vision technologique, nous utiliserions encore des calculatrices et de registres papier. Nouveaux applaudissements. Maxwell hocha la tête avec reconnaissance, bien que son esprit fût ailleurs. Depuis un mois, son épouse Viviane se montrait étrangement attentionnée. Café au lit le matin, suggestions d'escapades le week-end, discussions sur leur retraite avec un enthousiasme inhabituel. Leurs enfants, pourtant si distants d'ordinaire, Nathalie et Preston, s'étaient soudain mis à participer aux dîners familiaux évoquant des souvenirs d'enfance. Quelque chose clochait. Une fois les discours terminés, Maxwell rejoignait sa famille à leur table réservée. Viviane, toujours aussi élégante à 60 ans, avec ses cheveux argentés et son sourire calculé, posa une main sur son avant-bras. Leur fille Nathalie, 38 ans, avocate d'affaires héritant des traits aiguisés et de l'ambition froide de sa mère, échangea un regard avec Preston, 35 ans, qui avait la carrure solide de son père mais aucun de son éthique de travail. « Félicitations papa !» déclara Preston, une nuance indéchiffrable dans la voix. « Exaltation ? Nervosité ? Nous avons une surprise spéciale pour toi !» ajouta Viviane, ses yeux bleus scintillants. « Un petit cadeau de retraite !» Maxwell observa impassible, tandis que son épouse ouvrait son sac à main de créateur et en extrayait une épaisse enveloppe Kraft. Elle la fit glisser vers lui d'un mouvement précis de ses doigts manucurés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, bien que son instinct lui soufflât déjà la réponse. « Ouvre-la !» insista Nathalie, son téléphone discrètement positionné pour enregistrer sa réaction. Maxwell défit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, des documents juridiques, acte de divorce, transfert de biens, autorisation de prélèvement de pension, tous exigeant sa signature. « Nous avons pensé te faciliter les choses », expliqua Viviane d'une voix faussement combattissante. « Une signature et tu pourras commencer une nouvelle vie, sans fardeau. Ta pension nous revient. Tu n'auras rien », ajouta Preston, lèvres tordues en un rictus avide. Nathalie se pencha, triomphante. « Félicitations pour 40 ans de vie gâchée, vieil homme ». Les yeux rivés sur les documents, Maxwell ne laissa rien paraître de la rage volcanique qui grondait en lui. Car depuis 40 ans, il menait une double vie. Banquier discret le jour, il avait patiemment tissé un réseau occulte la nuit. Sa famille ignorait tout de ses véritables ressources, propriétés dissimulées, comptes offshore établis au fil de décennies de planification méticuleuse. Il croyait le connaître, il se trompait. Il sortit son stylo Montblanc, cadeau de Viviane pour leur 25e anniversaire, le dévissa lentement et signa chaque document avec précision calculée. « Entendu », dit-il simplement, en rangeant le stylo dans sa poche de poitrine. Sa famille échangea des regards victorieux tandis qu'il se leva. « Je viderai mon bureau et serai parti demain matin. Ce serait effectivement préférable », approuva Viviane alors qu'elle parcourait déjà des offres de villégiature. 3 jours plus tard, le portable de Viviane se mit à vibrer frénétiquement. Maxwell avait disparu, non seulement du domicile, mais de l'existence même telle qu'elle la connaissait. Leur compte joint était vidé, la fête de retraite restait la dernière trace de Maxwell. Puis c'est au tour de Nathalie de recevoir un appel. L'avocat familial paniqué annonça « Ça se déclenche plus tôt que prévu, tout a disparu ». Maxwell, lui, avait anticipé ce moment depuis 15 ans. Les premiers signes de la trahison de Viviane s'étaient apparus lors de leur 25e anniversaire, lorsqu'il avait découvert par hasard des textos de Bernard Holloway, son ami et conseiller financier. Les messages révélaient bien plus qu'une liaison, un plan à long terme pour s'approprier son patrimoine une fois son utilité épuisée. Plutôt que de les affronter, Maxwell avait échafaudé une stratégie de sortie invisible. Car avant sa carrière bancaire, il avait servi dans l'armée, acquis des compétences en renseignement, guerre psychologique et infiltration numérique, soigneusement dissimulées derrière son apparence anodine. Dans un appartement sécurisé, l'une des 7 propriétés qu'il possédait via des sociétés écrans, Maxwell activa son plan surnommé « Échec et mat ». Sur 3 écrans, il observa le chaos croissant. Viviane tentait d'accéder à leur compte, vidé. Preston contactait en vain les collègues de son père. Le dossier personnel de Maxwell avait été effacé du système bancaire. Nathalie a mobilisé tous ses contacts dans le milieu juridique. Mais chaque tentative pour localiser Maxwell s'est heurtée à des barrages numériques sophistiqués. Il ne peut pas simplement disparaître. Viviane s'en est prise à Bernard Holloway, assis dans sa cuisine. Le temps n'avait pas été tendre avec Bernard. Son visage, autrefois séduisant, était maintenant bouffi par les déjeuners arrosés et les excès. Un banquier ennuyeux, pas un fantôme. Ton banquier ennuyeux a retiré exactement 10 000 $ dans 20 agences différentes hier.
répliqua Bernard, nerveux. 200 000 $ en liquide intraçable. Impossible, rétorqua Viviane. Maxwell n'a pas à cran pour ça. Le téléphone de Bernard vibra. En lisant le message, son teint vira au gris. Qu'est-ce qu'il y a? Exigea Viviane. Je viens d'être signalé pour un audit par la Securities and Exchange Commission, murmura-t-il. Quelqu'un a transmis des preuves d'irrégularité dans mes comptes clients. De l'autre côté de la ville, Maxwell esquissa un sourire en envoyant un autre email anonymisé. Cette fois-ci à l'employeur de Preston, avec des preuves du détournement de fonds de son fils. Depuis des années, Preston puisait dans les caisses de l'entreprise pour éponger ses dettes de jeu, un fait que Maxwell avait méticuleusement documenté. Pour Nathalie, il avait réservé une attention particulière. En tant que la plus calculatrice de ses enfants, elle méritait un traitement sur mesure. Il accéda à un serveur sécurisé et transféra des documents au barreau de l'État. La preuve que Nathalie avait sciemment impéré des éléments à décharge dans 3 affaires très médiatisées pour obtenir des condamnations. 48 heures plus tard, Preston était licencié sous enquête interne. Nathalie comparussait devant une commission disciplinaire d'urgence. Le bureau de Bernard Holloway était perquisitionné par les fédéraux. Viviane découvrit que leur maison familiale, soi-disant payée depuis des années, avait une deuxième hypothèque, dont elle ignorait tout, avec 3 mois de retard de paiement. La famille se rassemblait chez Viviane, paniquée. En 2 jours, ils avaient reçu 43 appels frénétiques. Autorités, créanciers, ordre professionnel. « C'est Maxwell », insista Nathalie, en arpentant le salon. « Il a dû préparer ça pendant des années. Ridicule », ricana Viviane. « Il n'a ni le cerveau ni le courage pour ça. Alors explique pourquoi tout s'écroule en même temps », cracha Preston, le visage ravagé par le stress. La sonnette retentit. Un courrier le remit une enveloppe blanche, adressée à la famille. À l'intérieur, une note manuscrite, d'une écriture nette. « Aux échecs, tout est dans l'anticipation. Vous n'avez joué qu'à des dames toute votre vie. La partie ne fait que commencer. M. » Sous le mot, une photo. Viviane et Bernard enlacés, datée d'il y a 15 ans, le soir de leur 25e anniversaire de mariage. Désespérée, Viviane se tourna vers le seul capable de localiser Maxwell, son frère cadet, Raymond Donovan. Là où Maxwell avait embrassé la finance, Raymond avait bâti un empire de la construction grâce aux contrats militaires, après s'avoir servi dans le renseignement de l'armée, avec Maxwell, des décennies plus tôt. « Je n'ai pas parlé à mon frère depuis des années », dit-il en l'invitant dans son bureau modeste, surplombant les docks de Portland. À 60 ans, il gardait la carrure imposante et le regard direct d'un homme habitué au respect. « S'il te plaît », supplia Viviane. « Nos comptes sont gelés, nos réputations sont détruites, Maxwell a disparu. Et tu t'inquiètes pour lui ?» Raymond la devisagea, froid. Son rire était sans humour. « Sais-tu pourquoi nous nous sommes éloignés ?» Viviane secoua la tête. « Il y a 15 ans, il a découvert ta liaison avec Holloway. Il est venu me demander conseil. Je lui ai dit de te quitter sur le champ. Mais mon frère, trop sentimental, a dit qu'il t'aimait trop. Il pensait que tu finirais par le choisir lui. Alors j'ai pris mes distances. Je ne voulais pas voir mon frère se faire manipuler. » Le visage de Viviane se décomposa. « Tu étais au courant ?» Maxwell aussi, rétorqua Raymond. Pendant 15 ans, il a su. Et il n'a rien dit. À la place, il a observé, attendu, préparé le coup. Préparé quoi? À ce que tu révèles ton jeu. Raymond se leva, mettant fin à l'échange. Tu n'as jamais compris à qui tu étais marié. Maxwell n'était pas un simple gratte-papier. Avant la banque, on a participé à des opérations dont personne ne parle. Il était le stratège, celui qui voyait 5 ans en avance quand les autres ne prévoyaient pas 5 minutes. Viviane quitta le bureau de Raymond avec une révélation glaçante. Elle n'avait jamais vraiment connu son mari. Pendant ce temps, Bernard Holloway faisait face à la ruine. Ses clients le fuyaient. Les enquêtes révélaient des années de violations éthiques. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva Maxwell assis calmement dans son salon. « Comment tu es entré ici ?» hoqueta Bernard. « De la même manière dont j'ai accédé à tes comptes, tes emails et tes avoirs offshore aux îles Caïmans, » répondit Maxwell d'une voix calme. « Tu aurais dû choisir un mot de passe plus original que la date d'anniversaire de Viviane. » Bernard se rua sur son téléphone, mais Maxwell, étonnamment vif pour son âge, le devança. « Assis-toi, Bernie, » ordonna Maxwell. « Je ne suis pas là pour te faire du mal physiquement. Ça serait trop simple. » Bernard s'effondra sur le canapé. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux que tu comprennes une chose, » expliqua Maxwell avec un calme glaçant. « Chaque centime que tu as volé à tes clients au fil des ans a été documenté et programmé pour être transmis automatiquement aux autorités, à moins que je ne réinitialise un certain compte à rebours toutes les 24 heures. Ta ruine totale ne tient qu'à un fil. »« Tu bluffes » murmura Bernard. Maxwell sourit et fit jouer un enregistrement. On y entendait Bernard et Viviane discuter de la manière de s'emparer de sa pension et de ses investissements une fois le divorce finalisé. « J'ai tout enregistré pendant 15 ans, » déclara Maxwell. « Chaque conversation,
chaque transaction, chaque trahison. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Demanda Bernard, vaincu. Rien, juste le plaisir de te voir te détruire toi-même, répondait Maxwell en se levant pour partir. Et pour que tu transmettes un message à ma famille, je peux pardonner bien de choses, mais pas la trahison. La semaine suivante, comme Maxwell l'avait prédit, Bernard tenta de se suicider, mais fut découvert par un voisin. Ses aveux impliquaient Viviane dans une fraude financière, affirmant qu'elle avait manipulé de multiples comptes clients. Preston, confronté à des accusations de détournement de fonds, tenta de fuir le pays, pour découvrir que son passeport avait été signalé. Nathalie, radiée du barreau et incapable de trouver un emploi, vit chacune de ses candidatures mystérieusement rejetées. Un mois, jour pour jour après sa fête de retraite, Maxwell orchestra son dernier coup d'éclat. Il fit envoyer à sa famille des invitations, les conviant à ce qu'il croyait être une négociation de règlement dans un hôtel haut de gamme. Lorsque Viviane, Preston et Nathalie arrivèrent, ils furent accueillis des journalistes de tous les grands médias et des enquêteurs de plusieurs agences. Maxwell avait anonymement informé la presse d'un scandale de corruption financière impliquant l'élite de Portland. Sous le feu des flashs, ils comprirent qu'ils avaient tombé dans un piège. Ils tentèrent de fuir, mais la sécurité de l'hôtel, engagée en secret par Maxwell, leur bloqua la sortie. Un projecteur s'activa, affichant sur le mur les preuves accablantes de leur crime. Relevés bancaires, conversations enregistrées, photos datées, un portrait implacable de leur trahison familiale. Maxwell ne se montra pas. À sa place, un dernier message vidéo fut diffusé. « Lors de mon dîner de retraite, ma femme et mes enfants m'ont tendu des papiers de divorce. Ta pension est à nous, tu n'auras rien. » a rigolé ma fille. « Félicitations pour 40 ans de vie gâchée, vieillard. » J'ai hoché, sorti mon stylo et tout signé. Entendu. J'ai vidé mon bureau et disparu. 3 jours plus tard, ils ont reçu 43 appels paniqués, parce que c'est arrivé plus tôt que prévu. La vidéo continua. Ils ont cru s'emparer de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais j'étais préparé à leur trahison depuis 15 ans. En signant ces papiers, je savais que c'était la dernière chose que je leur offrirais. 6 mois plus tard, sur une plage privée de Bali, Maxwell sirotait un verre en lisant les nouvelles de Portland sur sa tablette. Viviane était inculpée pour fraude financière. Preston avait plaidé coupable et écopé de 5 ans de prison. Nathalie, bien qu'évitant la prison, avait été radiée du barreau et incapable de trouver un emploi. Vit chacune de ses candidatures mystérieusement rejetées. Son téléphone sonna, une ligne sécurisée que peu de connaissaient. C'était Raymond. « Le verdict tombe la semaine prochaine. Tu reviens ?» Maxwell regarda le soleil se coucher sur l'océan. « Non, » répondit-il, « je leur ai déjà assez donné de ma vie. » Des regrets ? Maxwell réfléchit. Un seul. Avoir mis tant de temps à les voir tels qu'ils sont vraiment. Il raccrocha, effaça le dernier logiciel espion qui traquait son ancienne famille. Il avait démantelé leur vie aussi méthodiquement qu'ils avaient planifié leur sienne. La partie était terminée. Échec et mat. Il éteignit son téléphone et marcha le long de rivage, ne laissant aucune empreinte dans le sable mou après lui, tandis que la marée montait.